plongeons dans le sujet de Glee. Connue maintenant comme la série maudite, il faut se souvenir qu'avant 2013, avant la toute première tragédie qui a touché la série, c'était vraiment la série du moment. C'était culte, c'était iconique. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler et puis on va aussi nous rappeler du succès de Glee. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une série ou un film. On est là pour parler d'une œuvre plus ou moins marquante. Et évidemment, comme le 16 janvier dernier, il y a eu le documentaire The Price of Glee qui est sorti sur Discovery+, je voulais revenir moi aussi sur cette série. Alors préparez-vous un thé, un café, bref tout ce que vous voulez et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner. Alors évidemment, il faut rappeler de quoi parle la série. Alors on suit le professeur d'espagnol Will Schuester qui décide de reprendre la direction du club de chant du lycée. Il va constituer un nouveau groupe composé de plusieurs élèves n'ayant rien à voir les uns avec les autres. Ils vont donc tous tenter de cohabiter les uns avec les autres tant bien que mal afin de ramener le Glee Club au prestigieux rang qu'il tenait bien des années auparavant. Et en quelques chiffres, Glee c'est 6 saisons, 121 épisodes, 729 performances musicales et une diffusion de 2009 à 2015, une trentaine de récompenses et un impact phénoménal. Son pilote, il avait attiré près de 10 millions de spectateurs lors de sa diffusion, ce qui est absolument énorme. On a tendance à associer Glee à vraiment ces drames, ces tragédies et vraiment à la malédiction qui a touché, il me semble, plein de personnes du casting et même de personnes qui ont travaillé sur le tournage, mais c'était quand même à l'époque une série absolument culte qui a eu de nombreuses références dans la pop culture et qui véhiculait aussi des messages très positifs et je vais vous expliquer pourquoi la série était absolument culte. Alors déjà, Glee ça a redéfini le cool. La force de la série, véritablement, c'est sa palette de personnages complètement différents. On voit des personnages qui sont absolument populaires et des personnages qui sont beaucoup plus solitaires, mis de côté et marginalisés. Certains subissent du harcèlement, certains causent le harcèlement et ils vont tous avoir leur évolution et aussi à leur rédemption. En bref, Glee c'était vraiment un endroit où tout le monde pouvait être soi-même et se sentir à sa place. Ryan Murphy, le créateur donc de la série qui est aussi maintenant connu pour par exemple Dahmer sur Netflix qui a fait aussi beaucoup parler. Et enfin bref, lui, celui dans Glee, il a quand même mis en lumière ceux qui étaient jugés imparfaits, différents, bref les misfits. Alors ce qu'on peut associer à la série ou ce qui était associé à la série c'était beaucoup de légèreté, un côté très pop, mais la série elle a quand même mis beaucoup en avant des thématiques importantes. On peut citer la grossesse adolescente, la sexualité, la transidentité, le coming out, la masculinité, la mort et le deuil. Elle défend aussi beaucoup de belles valeurs comme l'entraide et la solidarité, à savoir maintenant du coup qu'on sait que le plateau de tournage de Glee était un endroit absolument toxique, le fait qu'on voit des séries comme ça qui mettent en avant de belles valeurs et que dans la vraie vie c'est pas du tout ça ce qui se passe, ça apporte une étiquette hypocrite à une série qui fait que forcément quand tu la regardes et que tu sais ce qui s'est passé, tu n'as plus du tout le même regard, donc les messages véhiculés tu ne les reçois pas forcément de la même manière, ça semble juste être faux, ce qui est dommage. Et pour prouver de son statut absolument culte, il y a eu beaucoup de guest stars. On peut voir comme des séries comme Friends qu'il y a eu aussi beaucoup d'acteurs qui sont apparus dans la série. Glee ça a pas du tout échappé à cette règle là. Tous les acteurs et actrices voulaient apparaître dans Glee. Et de nombreux stars ont fait leur apparition, je vais en citer vraiment quelques-uns, je vais en oublier beaucoup mais on peut citer Gwyneth Paltrow, John Stamos, Kate Hudson, Lindsay Lohan, Ricky Martin, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg et voilà, plein d'autres. Mais on pense aussi aux épisodes spéciaux qui ont été absolument cultes et mémorables dans Glee. Je pense notamment à l'épisode sur Britney Spears, qui en a eu 2 d'ailleurs consacrés à elle, qui était absolument... C'était vraiment un vrai moment de pop culture. Mais il y a aussi eu Madonna, Lady Gaga, mais voilà, c'est surtout celui de Britney Spears, je pense, qui a marqué le plus de gens. Et comment parler de Glee sans parler de la musique? En ce qui concerne les ventes de musique, les 16 albums de bande sonore et les 6 albums de compilation de l'émission s'étaient vendus à plus de 7,9 millions d'exemplaires en 2015. Et leur chanson a été téléchargée plus de 45 millions de fois et vendue à 53 millions d'exemplaires. La série était d'ailleurs tellement populaire que les membres du casting sont partis en tournée pour 40 dates. Bon, donc finalement ils n'auront pas fait les 40 dates prévues, mais c'était quand même un bel exploit. La série a une bande originale très variée, mélangeant absolument tous les styles, et on ne manque pas non plus d'oublier que la série a repopularisé le concept du mash-up. Je sais pas si elle a repopularisé ou juste popularisé le concept, mais bref, c'est quand même devenu à la mode et ça a été beaucoup repris grâce à la série Glee. Il y a tellement de références à la série dans la pop culture. Moi je pense notamment par exemple aux épisodes spéciaux musicaux dans des séries comme par exemple Grey's Anatomy. Ça c'est vraiment typique du phénomène Glee.
La série elle est culte, les reprises de chansons sont populaires, les récompenses et nominations se succèdent et les produits dérivés explosent. Pendant 6 ans, le phénomène Glee perdure jusqu'en 2013 où le destin de la série va être complètement bouleversé et va commencer à se traîner une réputation de série maudite. Et oui, le 13 juillet 2013, l'acteur Cory Monteith, je suis pas sûre des prononciations des noms, donc si j'en prononce pas correctement, je suis désolée. Bref, l'acteur qui interprète le personnage de Finn a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Vancouver avec de l'héroïne, de l'alcool et des antidépresseurs dans le corps. Il avait 31 ans et est donc mort d'une overdose. Alors je me souviens plus si on avait su que l'acteur avait commencé à consommer très jeune au moment où il y a eu son décès, ou si on l'avait su auparavant, ça je m'en souviens plus, mais bref, en tout cas, il était tombé dans l'alcool et la drogue quand il avait 13 ans, et dès qu'il est arrivé à Los Angeles pour tourner Glee, il se disait sobre. Et évidemment dans le documentaire The Price of Glee, ils ont parlé de ça. Et en fait ce qu'ils disent c'est que Ryan Murphy, donc le créateur de la série, était très exigeant, et entre l'enchaînement des tournages, les shows promotionnels, vous savez quand les acteurs ils font des interviews sur Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon ou même Ellen, toutes les promotions pour la série et les réseaux sociaux, en fait même les acteurs en fait étaient vidés d'énergie, et donc pour tenir le coup, Cory serait retombé dans ses vices. Alors en fait c'est le coiffeur de la série qui était aussi le confident de Cory qui dévoile dans le documentaire qu'il y a un soir où Cory a repris un verre et il était encouragé par une autre personne donc, qui travaille pour la série, donc il ne dévoile il dévoile pas qui c'est, ça peut être un acteur, une actrice, un assistant, enfin on sait pas, mais il était encouragé par une personne mystère. Il a donc rechuté pendant la saison 4 et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est moins présent durant cette saison parce qu'il a dû aller en cure de désintoxication pendant 30 jours. Et son décès au tout début de la saison 5 marque un véritable tournant dans la série et Ryan Murphy annoncera que la saison 6 sera la dernière. Et c'est là que les malédictions ne font que commencer. On peut parler d'un autre décès qui a eu lieu en juillet 2014. En fait, c'est Becca Tobin qui jouait Kitty dans la saison 4 qui a eu son compagnon qui est décédé alors qu'il avait fait la fête avec des amis. Âgé de 35 ans, donc Matt Bendick, j'ai un problème avec les noms. Il a été retrouvé mort dans leur chambre d'hôtel et les causes de la mort n'ont jamais été dévoilées. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de la longue liste de tragédies qui ont suivi la série et qui suivent encore la série et qui suivront à jamais la série. Et plus récemment, c'est en juillet, de nouveau, 2020, que Naya Rivera qui jouait Santana a été aussi retrouvée morte. Alors le documentaire il en parle forcément, mais en tout cas il l'omet pas non plus que l'actrice était montrée violente avec son mari, Ryan Dorsey, avec qui elle a un fils. D'ailleurs ce fils avait 4 ans quand elle a perdu la vie et se trouvait avec elle. Alors pour ceux qui ne savent pas, elle se baignait au lac Piru près de Santa Clarita en Californie, et en fait ce lac il a de très forts courants, très dangereux, et elle se baignait avec son fils, donc son premier réflexe a été de sauver son fils et de le mettre sur le bateau, mais elle a pas pu se sauver elle-même, elle a été emportée par le courant et donc elle a disparu pendant plusieurs jours et son corps a été retrouvé 5 jours plus tard, 5 jours après sa disparition. Il y a eu d'autres tragédies absolument fatales, en fait en faisant la vidéo et je me rends compte de tous les trucs qui se passent, c'est quand même assez lourd. Il y a aussi l'assistant réalisateur Jim Fuller qui est décédé d'une crise cardiaque en 2013. Et il y a aussi eu le suicide de Nancy Moat qui avait 37 ans, qui était une assistante de production en 2014. D'ailleurs elle avait laissé une lettre de suicide de 5 pages et dans cette lettre-là elle accuse sa demi-sœur qui est Julia Roberts, l'actrice très célèbre Julia Roberts. Elle l'accuse de l'avoir harcelée sur son surpoids quand elles étaient adolescentes. Et sur Twitter, donc Nancy Moat s'en prenait régulièrement à l'actrice qu'elle disait ne jamais avoir pardonné. Elle s'était aussi éloignée de leur famille parce qu'elle se sentait abandonnée par eux. Pour bien continuer sur cette lancée, on va passer par un autre sujet très difficile et lourd. C'est l'arrestation de Mark Salling pour possession d'images pédopornographiques et son suicide en 2018. Alors évidemment le documentaire il en parle, il revient aussi sur la relation très toxique qu'il a partagée avec Naya Rivera puisque les deux sont sortis ensemble et apparemment il la trompait abondamment, mais bon ça j'y reviendrai plus tard. Et donc en 2015 l'acteur il était arrêté pour possession d'images pédopornographiques et ce sont des faits qu'il reconnaît. Bon, en même temps, ils avaient découvert plus de 50 000 images et vidéos d'enfants en sa possession, donc c'était un petit peu difficile de nier ça. Et en 2018, soit quelques jours avant son audition, donc là où sa peine devait être reconnue, il s'était pendu à un arbre. L'actrice qui joue Sue, donc Jane Lynch, a décrit l'acteur comme étant un être
très sombre. Par ailleurs, il risquait entre 4 et 7 ans de prison. La série, je pense, à ce moment-là, perd vraiment très officiellement son aura de glamour et bascule dans le glauque et dans le glauque hardcore. Et c'est pas fini du tout. Du tout. Cette fois, c'est des accusations de violence conjugale dont on va parler, qui concernent Blake Jenner et Melissa Benoist. Les deux acteurs se sont rencontrés en 2012, donc sur le plateau de Glee. Les interprètes de Marley et Ryder ont débarqué en saison 4 et sont tombés amoureux comme leurs personnages. Ils se sont donc mariés en 2015, après se sont séparés en 2016 et ont eu leur divorce officialisé en 2017. Et le 29 novembre 2019, Melissa publie sur son Instagram une vidéo où elle dit, je cite, « Je suis une survivante de violence conjugale ». Donc elle témoigne dans une longue vidéo où elle explique qu'elle a été frappée, manipulée et humiliée quotidiennement par son ex-compagnon, jusqu'au jour où elle eut le déclic en fait de prendre sa vie en main et de fuir. Je cite, « Il pouvait être charmant, drôle, manipulateur et sournois. La difficile vérité, c'est que j'ai appris que ce que ça faisait d'être cloué au sol et giflé à répétition, frappé si fort que le vent émanait de moi, tiré par les cheveux le long du trottoir, de recevoir des coups sur la tête. » Il y a eu un incident, je crois d'ailleurs que c'était le dernier, que c'était l'élément déclencheur où elle a perdu un peu sa vision. En tout cas sa vision d'un œil a été alternée tellement le coup qu'elle a reçu était très violent. Elle parle aussi de la jalousie excessive de son ex-compagnon. Il fouinait dans son téléphone et se mettait en colère quand elle parlait à un autre homme. Que le travail aussi était devenu un sujet sensible car il ne voulait pas qu'elle embrasse ou flirte avec un autre homme à l'écran. C'est des acteurs, forcément ça arrive très souvent que t'aies une intrigue amoureuse, donc ça peut compliquer le travail en effet quand tu fais ce métier-là. Et donc elle aura refusé des rôles, de passer des auditions et même renoncer à des amitiés par peur de le blesser. Bon alors elle cite jamais son nom, mais il existait très peu de doutes dans l'esprit des fans, surtout que l'année suivante c'est Blake Jenner qui a pris la parole sur ce sujet-là, en reconnaissant les faits de violence. Dans une longue explication sur Instagram, l'acteur raconte comment il était tombé amoureux d'une femme lorsqu'il avait 20 ans, avant que naisse entre eux une histoire faite de hauts très joyeux et aussi de moments de jalousie, d'insécurité et d'instabilité. Je cite, « C'était une relation fondée sur de la codépendance, ce qui a eu des terribles conséquences. J'assume ma responsabilité pour le mal que j'ai infligé durant ma relation avec mon ancienne partenaire, émotionnellement, mentalement et oui, physiquement. » Dans la suite du message, il affirme avoir été aussi victime d'abus émotionnels, mentaux et physiques de la part de Melissa Benoist. Alors pour essayer de régler leurs problèmes, le couple il aurait essayé de consulter une thérapeute, ça n'a pas fonctionné, la relation très toxique a continué d'être très toxique. L'acteur explique que les abus émotionnels ont commencé dès le début, qu'il aurait lui aussi refusé des rôles à cause de la jalousie de sa partenaire. D'après lui, Melissa aurait aussi menacé de se faire du mal par dépression et peur de l'abandon lorsqu'ils travaillaient loin de leur domicile. Je cite, « J'ai été griffée, frappée au visage et hospitalisée pour un nez cassé. Moi aussi j'ai été obligée de dissimuler et de mentir sur de nombreuses blessures visibles reçues durant cette relation. » L'acteur a ajouté avoir consulté pour régler ses problèmes et de ne pas marquer ce message pour causer du tort à Melissa Benoist, à qui il présente ses excuses. Je cite, « Je suis désolée, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire autrement. Je ne souhaite rien d'autre à toi et à ta famille qu'une bonne santé, de la joie et de l'amour. » Il a conclu en partageant qu'il espérait que son histoire puisse aider les gens à réfléchir, à écouter et à sortir de la honte du secret des abus. Et évidemment ce n'est pas terminé en termes d'abus puisqu'on ne peut pas éviter le sujet Léa Michel, qui avait eu de nombreuses accusations de racisme et d'intimidation contre elle. D'ailleurs dans le documentaire on en parle et quelqu'un l'a décrit carrément comme quelqu'un de très et purement narcissique. En fait il est dit dans le documentaire qu'il y avait 17 protagonistes qui voulaient tous être le number one, mais que Léa était clairement la plus ambitieuse. Et aussi la chouchoute de Ryan Murphy qui avait créé le rôle en pensant à elle spécialement pour elle. L'ambiance sur le plateau était extrêmement toxique et son comportement a été dénoncé en 2020 par 2 actrices, enfin même plus. En fait je crois qu'il y a eu 2 actrices, il y a eu quelqu'un qui travaillait dans la production et il y a eu aussi un figurant qui a dénoncé son comportement exécrable. Il me semble que j'oublie personne. En fait, il me semble que ça commençait comme ça, c'est quand Léa Michel, elle soutenait le mouvement Black Lives Matter et qu'il y a une actrice, donc Samantha Ware, qui jouait Jane dans la saison 6, qui accusait l'actrice, enfin c'était extrêmement hypocrite de sa part, qui accusait donc l'interprète de Rachel Berry de racisme, indiquant qu'elle aurait fait de son passage dans la série un véritable enfer. En fait, Samantha explique que dès le premier jour, Léa Michel avait décidé de ne pas l'aimer et que c'était que ça
se voyait en fait et ça se faisait comprendre qu'elle avait une attitude très passive-agressive, que c'était des silences, des regards, des commentaires et que ça n'a fait que s'accentuer et grandir. Et Amber Riley, qui joue Mercedes Jones dans la série, avait soutenu Samantha Ware sur Twitter, parce que du coup c'était sur Twitter que cette dénonciation s'était faite. Elle avait d'ailleurs répondu plus tard à une interview, donc Amber Riley, qui a été pour elle-même très fière de ne pas s'être laissée faire donc face au comportement de Léa. Quand tout ça a explosé et que Léa Michel a vu son nom assimilé à la cancel culture, forcément elle s'est sentie obligée, et en même temps c'est normal, de s'excuser sur Instagram. Elle a admis qu'elle devait apprendre de ses erreurs et de ses critiques pour devenir une meilleure version d'elle-même, et tout simplement une meilleure personne. En revanche, elle n'a pas admis avoir eu un comportement raciste et met sa malveillance sur le comportement de diva, et donc l'immaturité qui lui est liée, ne se souvenant d'ailleurs d'aucun moment précis, donc bon, c'est un peu des excuses un peu moyenne. Mais Ryan Murphy aussi s'est exprimé sur cette série, puisque en plus évidemment tout le monde sait que ça a été étiqueté comme une série maudite, et puis que le comportement toxique, enfin l'ambiance de tournage extrêmement toxique a été aussi su. D'ailleurs il y a des morts que j'ai pas parlé, mais il y a eu beaucoup plus de morts aussi dans la production, notamment en saison 6 je crois, où c'était très difficile parce que l'audience a été divisée par deux. Donc les acteurs étaient peut-être avaient plus de pression pour que vraiment le show il soit meilleur que jamais. Donc ils ont redoublé d'efforts, l'équipe technique a été aussi surmenée et que ça a causé infarctus, crise cardiaque, et que donc il y a des gens qui ont perdu leur vie et que voilà, il y avait énormément de pression. Et ça c'est voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Si tu travailles dans un lieu où t'es surmené et que c'est une ambiance toxique, ça peut clairement jouer sur ta santé, hein. Et donc quelques années après la fin de la série, le créateur Ryan Murphy a confié que en effet les coulisses de la série étaient tout à fait chaotiques. Je cite: c'était le meilleur et pire moment de ma vie. Il y a eu beaucoup de querelles internes, il y avait beaucoup de gens qui couchaient ensemble et se séparaient, mais bon, je vais vous dire que c'était une bonne formation pour être parent. Il a également réfléchi à son passage dans la série en repensant avec regret à la façon dont il avait géré le tout en tant que showrunner. Je cite de nouveau: j'étais là avec eux toute la journée, puis nous terminions le travail, nous sortions et nous amusions toute la nuit, et je suppose que d'une manière étrange et tordue, j'essayais de revivre l'enfance que je n'ai jamais eue. Je pense qu'il voulait un parent et il n'en voulait plus, il ne voulait pas que je leur dise quoi faire, il ne voulait pas que je leur dise comment se traiter les uns les autres ou à quoi ressemblait le monde à la fin de la journée. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et agir différemment avec beaucoup de ces acteurs. Et après avoir créé Scream Queen, American Horror Story et d'autres séries à succès, Ryan Murphy avait déclaré que Glee était une excellente leçon sur ce qu'il ne fallait pas faire pour aller de l'avant. Personnellement, moi sur ce qu'il a dit, je trouve qu'il est pas très responsabilisant envers lui-même, parce que c'est clairement le showrunner, donc c'est lui qui gère le travail. Donc en fait, si il avait une relation qui était pas saine avec ses acteurs et que ses acteurs ils faisaient un peu n'importe quoi et qu'il y avait une ambiance de tournage toxique, c'est aussi sa responsabilité à lui de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça, puisque c'est le monde du travail. Le fait qu'il s'amuse avec ses acteurs, etc. Enfin, il y a aussi un rôle de devoir différencier la vie perso, on peut s'amuser ensemble, mais là c'est le travail, donc t'as pas parlé comme ça, t'as pas avoir ce comportement là, etc., etc. Je pense que comme c'est dit, Léa Michel c'était sa chouchoute et qu'il osait pas forcément lui dire quoi que ce soit. Sinon, je pense que ça aurait pas été autant problématique dans toute la série, son comportement. Parce que je crois que même il y avait eu des échos à l'époque, comme quoi elle avait des comportements de diva. Bon, au moins il en parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlaient pas et qui fermaient les yeux. Et il admet que oui, il y avait un comportement, il y avait un tournage très chaotique et que c'était pas une ambiance qui était normale. Donc déjà, ça c'est bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des environnements toxiques dans ce corps de métier, qui se rendent pas forcément compte que c'est pas normal et que c'est toxique, mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Et bon, pour finir sur un côté un peu plus léger, parce que quand même Glee c'est beaucoup de lourdeur, c'est beaucoup de choses difficiles qui se sont passées sur le tournage, après tournage, et puis toutes les tragédies qui englobent la série, je voulais parler un peu des romances. Comme l'a dit Eddie Murphy, il y a beaucoup de choses qui se passaient sur le tournage, et j'ai essayé de voir, du coup, de quoi il parlait concrètement. Et à commencer par une histoire qui est un secret pour personne, c'est Léa Michel et Cory Monteith, toujours un problème de prononciation. Donc Léa et Cory sont sortis ensemble durant le tournage de la série, et donc pendant plusieurs années avant le décès tragique de celui-ci en 2013. Mais ce qui était plus surprenant, c'était sa révélation sur une autre histoire qu'elle avait eue avant le tournage avec un autre acteur de la série. En fait, elle avait révélé qu'avant Cory, elle avait fréquenté Matthew Morrison, donc celui qui joue le professeur du Glee Club, donc qui joue le personnage de Will. Ils s'étaient fréquentés, je crois qu'ils jouaient tous les deux dans une pièce à Broadway, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre de cette information, mais c'est ce qui me semble avoir lu. Et qu'ils avaient du coup été brièvement sortis ensemble. Mais c'est aussi, comme on l'a dit auparavant, Naya Rivera et Mark Salling qui ont
aussi eu une histoire brève, qui a débuté d'ailleurs dès les premiers jours de la série et la séparation ne s'est pas du tout fait à l'amiable. Naya écrira dans ses mémoires en 2016, je cite, « Je pense que tout le monde devrait avoir cette relation où vous regardez en arrière et vous vous demandez à quoi diable je pensais. Vous apprendrez quelque chose et vous ne le regrettez pas, à moins bien sûr que cette relation ait été avec quelqu'un qui avait une quantité importante de pornographie juvénile sur son ordinateur. Alors par tous les moyens, regrettez tout. » Et donc à l'époque ils avaient rompu parce qu'il la trompait constamment. Et donc autre petite histoire, c'est aussi Gwyneth Paltrow qui a rencontré son mari sur le tournage de Glee pour la toute première fois. En fait elle a commencé à fréquenter Brad Falchuk, prononciation encore une fois désolée, qui était l'un des co-créateurs de la série. Et donc elle a commencé à le fréquenter lors de sa deuxième apparition. Parce qu'en fait, quand elle apparaît la première fois, il me semble qu'elle était avec son premier mari, donc Chris Martin, et lors de sa deuxième apparition dans la série, donc en 2014, soit plus d'1 an après sa séparation avec son ex-mari, et ils ont commencé à se fréquenter. Mais donc ils se sont rencontrés originellement sur le tournage de Glee. Il y a aussi eu des rumeurs sur un possible couple entre Kevin McHale et Jenna Ushkowitz. Donc Jenna qui jouait Tina et Kevin qui jouait Artie. Mais finalement il s'est avéré que c'était juste des rumeurs. Je crois que les deux ils ont un podcast maintenant ensemble et les deux sont meilleurs amis. Et voilà, c'était une vidéo sur Glee et sa série maudite et tout ce qui s'est passé au sein de la série. Moi il y a des choses que j'ai appris en faisant les recherches pour cette vidéo. Je ne savais pas qu'il y avait eu autant de morts du côté technique de la série. J'étais pas non plus au courant des accusations de violence conjugale parce que j'ai personnellement arrêté la série avant la saison 4 parce que les personnages de Ryder et je ne sais plus l'autre nom, bref, il ne me disait absolument rien. Et pour ce qui est du documentaire, il revient sur les drames de la série, il revient sur Cory Montes aussi, qui ne voulait pas du tout qu'au début ses problèmes d'alcool fuitent. Et en fait, je crois, en me souvenant qu'il en avait parlé avant son décès pour justement sensibiliser et aider les gens. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées. Je pense que, on aime bien dire que c'est une série maudite, mais je pense que c'est juste que le plateau était tellement toxique que ça a juste alimenté des comportements qui pouvaient être toxiques, la recherche de la gloire, les problèmes d'ego, la compétitivité, et puis des personnes comme Cory qui avaient des problèmes et un passif d'addiction. Ça n'a pas du tout aidé, je pense. D'où l'importance d'avoir un plateau de travail, enfin même pas un plateau de travail, mais un plateau de tournage, mais même un travail qui soit sain, puisque si c'est pas le cas, en fait ça peut juste être plein de vies, c'est très difficile à gérer. C'est dommage parce que la série à la base a été vraiment très positive et ça a vraiment viré sur le côté hyper négatif de la série, puisque en même temps quand, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu regardes une œuvre qui véhicule que des messages positifs et que tu sais que dans la vraie vie c'est pas du tout le cas, le regard que tu y portes il est plus avec le même intérêt. Tu n'y crois plus vraiment. Il y a un manque de cohérence qui est difficile à regarder maintenant que tu sais en plus tout ce qui s'est passé et tout le destin tragique aussi de plein de personnes dans la série, et y compris des personnes qui travaillaient derrière les caméras. Glee ce sera toujours la série culte qui aura basculé vers le côté complètement glauque et avec de nombreuses tragédies. Dites-moi vous ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous a marqué dans la série? Est-ce qu'il y en a qui sont toujours fans de la série? Est-ce qu'en sachant aussi tout ce qui s'est passé en coulisses, ça affecte votre vision ou pas de la série, enfin de visionnage de la série? Dites-moi. N'hésitez pas à communiquer ce que vous avez envie de communiquer en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer cette vidéo pour soutenir ce que je fais. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut!